Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 6e et avant-dernière étape de Tirreno Adriatico. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Alors le résumé va être assez court, c'est le type d'étape où il s'est pas passé tant de choses que ça au final. Ça a été une course de côte comme sur Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur les tops, sur les flops. Comme d'habitude, allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, le biathlon, il y aura un résumé global de Paul Yuka, et puis le tournoi destination qui se termine ce week-end. Je vais essayer la semaine prochaine de faire le Vendée Globe. Mais je promets absolument rien. Je vais essayer, voilà, mais il faut trouver un trou. Et c'est pas si évident que ça. Vous pouvez faire un super thanks dans les commentaires. Ça, c'est seulement si vous avez les moyens. Et puis, on veut se tenir. Vous pouvez également cliquer rapidement, juste après la mise en ligne des miniatures. Et enfin, sur les miniatures et sur tous les vidéos. Allez, on commence tout de suite avec cette 6e étape de Tirreno Adriatico. Dans des conditions qui, jusqu'à 20 bornes de l'arrivée, étaient plutôt pas mauvaise, et sur les 20 derniers kilomètres, on a retrouvé la pluie. Que ça soit Tirreno et Paris-Nice cette année, ça aura été marqué quand même véritablement par le mauvais temps sur ces deux épreuves, hein, parce que c'est vrai que Tirreno, je pense qu'on a rarement eu un Tirreno aussi pluvieux depuis, sur les 10 dernières années, moi j'ai pas souvenir. Et Paris-Nice, ouais, on a eu aussi des conditions qui étaient loin d'être évidentes. Alors, sur cette étape numéro 6 de Tirreno Adriatico, alors moi je l'ai pris en route, hein, juste après l'étape de Paris-Nice. Donc on était aux alentours de 70 km de l'arrivée. À ce moment-là, l'échappée avait encore 3,53 d'avance, une échappée de 8 coureurs qui a mis là aussi un petit peu de temps à se former. Vers Mersch, on avait également Vendrame, vainqueur d'une étape cette semaine, Battistella, Stuyven, Hamilton, Pietro Bon et Kurt Nielsen de la Winnox. Et puis, on avait également Benjamin Thomas. Thomas qui a connu une mésaventure avec un supporter sur le bord de la route. Il donnait son bidon, sauf que il voulait le donner à un supporter en particulier, on va dire. Il avait ciblé la cible, cibler la cible c'est quand même mieux, il avait ciblé une personne, et le problème c'est qu'il y a un petit malin à côté qui a été à deux doigts de se battre pour aller récupérer le bidon, ce qui a fait, ce qui a gêné Benjamin Thomas qui a failli tomber. Ça, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils sont sur les bords de la route, pour avoir été à l'arrivée du Tour de France, notamment, d'étape du Tour de France, il y a des gens qui se battent quand même pour les échantillons de la caravane. Hein. Moi, je m'étais retrouvé une fois quand j'étais à Saint-Fargeau, voilà, donc ça remonte. Je me souviens, c'était presque une famille qui était une bande organisée de récupération d'échantillons d'échantillons de la caravane, c'était extraordinaire. Ah mais les gens se battaient limite. Je me souviens les mains PMU aussi, parce que moi j'ai fait plusieurs arrivées du Tour de France, d'étapes du Tour de France, et j'ai eu qu'une fois les mains PMU. C'était mon objectif à un moment d'obtenir les mains PMU, que j'ai toujours et qui sont très résistantes dans le temps quand même, hein, il faut le dire. Et les gens se battaient pour récupérer des mains PMU quand même, c'était extraordinaire. Voilà, et des fois voilà. Des fois, le monde me subjugue. Donc, cette échappée qui va perdre du temps, mais pas très vite. Hein. Alors, de là à croire que l'échappée pouvait aller au bout, le problème, c'est comme on avait vu par Nice auparavant, on s'est dit, ah, ça peut peut-être le faire, ça peut peut-être le faire. Bon, pas très longtemps non plus, parce que à 20 km de l'arrivée, l'échappée n'avait que 2 minutes 20, et surtout, ce n'était pas une échappée de 15 coureurs, mais seulement de 8. Il n'y avait pas forcément un excellent grimpeur dans ce groupe-là non plus, comme on avait de l'autre côté, notamment Storer, ou même un Mauro Schmidt qui est un très bon puncher, et ce qui fait que l'écart diminue, et en fait ils vont être rattrapés, notamment par une accélération de Juan Ayuso qui avait fait rouler notamment Isaac Del Toro, qui va quasiment faire le train du pied de la montée jusqu'à l'attaque de Juan Ayuso, à 3 km 400 de l'arrivée. Ayuso qui attaque en plusieurs temps. Il a fallu plusieurs banderilles pour que l'Espagnol arrive à s'en aller, mais au bout de la 3e, 4e banderille, eh bien, ni Pidcock, ni
Jane Lay, notamment, n'ont réussi à suivre. Ghana, lui, avait été lâché un petit peu plus tôt, mais s'accrochait quand même extrêmement bien. Et donc, Ayuso s'impose aujourd'hui sur cette étape, prend la tête du général. Et Filippo Ganna reste sur le podium à la 3e place, mais avec seulement une petite seconde de retard sur la 2e place. Donc, autant vous dire que ça va être encore extrêmement serré demain. Pourquoi pas pour aller chercher des bonifications entre Tiberi et Ganna pour cette journée. Résumé donc rapide, allez on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien Juan Ayuso, oui, c'était pas simple cette semaine pour Juan Ayuso parce qu'il était attendu. Et ça reste quand même un jeune coureur, mais un coureur qui est ambitieux, hein. Il l'a déjà répété à de nombreuses reprises. C'est un mec qui se cache pas, c'est un peu comme Martinez, hein, notamment. C'est des jeunes qui sont ambitieux, mais après, il y a avoir de l'ambition et avoir les résultats derrière. Et on voit bien qu'avec notamment un coureur belge, c'est compliqué. Et là, Juan Ayuso a réussi le job. C'est-à-dire que cette semaine, il était attendu, il y avait l'opportunité, il y avait ni Pogacar, ni d'autres adversaires. Il avait quand même un duel en interne avec Adam Yates, mais il faut quand même le dire. Et il a réussi à démontrer à tout le monde que, eh bien, il était en capacité de tenir sur une épreuve World Tour d'une semaine la pression sans aucun problème. Ayuso, même si hier ça a été difficile, elle n'arrive pas à faire la différence sur l'étape de la veille. Là aujourd'hui, il est reparti au combat. Et il a été très costaud, notamment grâce à un énorme travail de Del Toro. C'est vrai que j'avais trouvé depuis le début de saison que Del Toro était un petit peu discret. Et bien là, Del Toro, il a montré vraiment de très très belles choses sur cette étape. Il a vraiment été extrêmement costaud, Isaac Del Toro. Et donc Juan Ayuso qui fait la différence, un peu à la Contador. Voilà. Vous savez qu'à chaque fois quand je parle de Ayuso, je compare à Contador, mais parce que pour moi, c'est vraiment 2 fois le même coureur. Parce que Contador, c'était typique même des montées, on va dire, entre 2007 et 2012-2013, avant vraiment la surdomination de la Sky. C'était des montées avec énormément d'attaques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément un rythme constant, très soutenu. Par contre, c'était des menaces. C'est-à-dire que les mecs se foutaient des menaces. Les montées entre Andy Schleck et notamment Contador, c'est pas un rythme constant qui est hyper impressionnant, c'est des menaces. C'est-à-dire que les mecs se foutaient des banderilles. C'est-à-dire que Contador, il attaquait 1 fois, 2 fois, et normalement à la 3e ou à la 4e, au bout d'un moment, les adversaires y pétaient, notamment Andor Arcalis, quand comment il s'appelait, Romain, non, c'était pas Romain. J'ai oublié le nom du coureur d'Agrituel qui gagne ce jour-là en 2009. Mais donc il y a la bagarre derrière avec Contador, avec la Astana qui domine à ce moment-là, où il y a Armstrong notamment, Leipheimer, enfin il y a tous ces mecs-là du côté de la Astana, et c'est avant qu'il ait mangé une vache qui avait bouffé du plastique. Ce jour-là, il arrive à attaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la 3e, ça passe plus quoi. Au bout d'un moment, ça devient trop compliqué et il n'arrive plus à tenir la cadence quoi. Ça devient trop difficile. Il n'arrive plus à tenir. Enfin voilà, c'est une première attaque, 2e attaque, 3e attaque, Brice Feuillu. Ah, il y avait Romain Feuillu et Brice Feuillu, j'avais plus le nom. Mais oui, il avait été impressionnant ce jour-là, parce qu'il fait une première attaque, une 2e attaque, une 4e attaque, et au bout d'un moment, les mecs, ils pètent. Et après, il revenait un petit peu quand même sur le rythme constant, parce que par exemple, un Cadel Evans, il avait un rythme plus constant, il aimait pas trop les changements de rythme, Cadel Evans. Donc il arrive à revenir au fur et à mesure, et sur le rythme global, c'était pas forcément Contador le plus fort, mais il faisait exploser ses adversaires avec ses micro-attaques répétées et qui faisaient extrêmement mal. Et c'est ce qu'a fait Juan Ayuso aujourd'hui. Il fait une première attaque, 2e attaque, et à la 3e, à la 4e, au bout d'un moment, tu es en sur-régime, tu n'arrives plus à retrouver ton rythme, ton bon coup de pédale, et au bout d'un moment, tu craques. Alors tu vas peut-être craquer 1 minute, 2 minutes, après tu retrouves ton rythme de croisière,
Mais l'écart qu'il va faire sur cette minute-là ou sur ces 2 minutes-là, ces 20 secondes-là, tu n'arriveras pas à les rattraper. Bah, c'est un peu ce qu'a fait aujourd'hui Ayuso quand on regarde. Il prend très vite 10, 15, 20 secondes d'avance et au bout d'un moment, les 20 secondes restent... Tu vois, vers 1,5 km de l'arrivée, en gros, l'écart qu'il avait à 1,5 km va rester le même. Et Ghana, par exemple, il va plus reprendre de temps sur Ghana, il va plus reprendre de temps sur le groupe de poursuivants. Notamment Derek G reprend du temps sur lui, même sur la fin, si on regarde bien, si on étudie bien les écarts. Et parce que c'est un coureur vraiment de ce profil-là, c'est un profil grimpeur-puncher, mais presque plus puncher que grimpeur, Ayuso, dans l'idée. Alors, il est bon en haute montagne, mais c'est presque un puncher de haute montagne, on pourrait dire. Ayuso, il a presque ce profil-là. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il s'en est extrêmement bien sorti. Gros travail de Del Toro, par contre, Adam Yates, c'est un peu comme Simon Yates, hein, les deux. Pour le moment, sont aux fraises, et c'est pas une bonne nouvelle pour Adam Yates, parce que je rappelle que sur le Giro, il y aura Ayuso, il y aura également Del Toro. Bon, c'est pas terrible hein, de ne pas être vu forcément comme un leader sur une course où il y aura quasiment tout l'effectif qui sera le même que sur le Giro. Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour lui. Deuxième coureur top, Pidcock. Je le trouvais très bien hier, Pidcock. Encore très bien aujourd'hui. Hein. Deuxième à 13 secondes. Et ça, il le disait, hein, qu'il voulait montrer qu'il était en capacité de tenir sur des courses par étapes. Il l'a montré cette semaine. Alors je sais bien que c'est une arrivée à 1300 mètres d'altitude, c'est pas le Mont Ventoux, cette montée-là, c'est pas une montée de 20 km, mais moi j'ai toujours trouvé que Pidcock, il avait des qualités de grimpeur. On gagne pas l'Alpe d'Huez par hasard, surtout la manière dont il gagne ce jour-là. On gagne pas l'Alpe d'Huez par hasard sur le Tour de France. Pour moi, à partir du moment où il a gagné l'Alpe d'Huez, et notamment en faisant un sacré numéro ce jour-là, dans des conditions en plus de chaleur qui étaient importantes. J'ai toujours trouvé que Pidcock, en montagne, il a des qualités assez exceptionnelles. Pour moi, il est très très bon en montagne, Pidcock. C'est juste que chez Ineos, on ne l'utilisait pas vraiment dans ces registres-là, et puis qu'il y avait toujours un leader qu'il fallait protéger, où il perdait du temps en début de course. Mais là aujourd'hui sur cette journée où il y avait quand même 3500 mètres de dénivelé positif, parce qu'avec les multiples petites bosses de l'étape, eh bien il s'en est extrêmement bien sorti et on aurait pu croire qu'à l'usure ça aurait peut-être été compliqué, pas du tout. Et là maintenant on va se poser quand même un sacré problème pour Pogačar, c'est que à la fois Pedersen réussit à faire 10e aujourd'hui d'une étape de montagne sur Paris-Nice, à la fois Ghana arrive à être quasiment dans la bagarre pour le top 10, puisqu'il est dans le groupe pour la 10e place, Ghana, aujourd'hui sur Tirreno Adriatico. À la fois, Pidcock, lui, fait 2e à 13 secondes de Juan Ayuso, donc il se prend pas une tôle par rapport à Juan Ayuso, il aura même des regrets par rapport au contre-la-montre, Thomas Pidcock, hein, parce que si vous regardez à l'arrivée au classement général, il est 6e, il est à 3 secondes de Jane Lay, à 15 secondes de DRG, oui, c'est le temps du contre-la-montre, hein, grosso modo, qu'il a pris. Donc, il aura des regrets, Thomas Pidcock, de peut-être pas avoir fait le chrono à fond sur toute sa longueur. Moi, si j'étais Pogačar, en voyant tout ça, je me dis, mais comment je vais faire pour m'isoler à l'avant de la course? Parce qu'en gros, Pogačar, s'il s'isole pas à l'avant de la course, il peut pas gagner Milan-San Remo. Parce que Pedersen est plus rapide, parce que Pidcock est certainement plus rapide que lui. Bon, Ghana, on ne sait pas trop, mais bon, il y aurait quand même un gros match entre les deux. Et peut-être que si Ghana fait un sprint lancé, Pogačar peut pas le battre. Pedersen, il le battra pas au sprint, même s'il a un peu régressé, je pense, au sprint. Et Van Der Poel, dans un match à deux, il faut le manœuvrer, le Van Der Poel. Le gros problème, c'est que là, ce qu'on a vu cette semaine, alors sauf de Van Der Poel, mais Van Der Poel, on a vu le Samin, par exemple. On a vu que Van Der Poel, le sprint, il a récupéré des qualités, hein, parce que battre Janière, notamment sur le Samin, et il a battu du beau monde sur le Samin, Van Der Poel. Donc, on sait que sur le sprint, il est capable de faire des bonnes choses. En sachant que chez Alpecin, ils ont Philipsen, ils ont la double lame. Il va falloir aussi avoir ça en tête. Derrière, Pidcock, s'il est dans la route, Pidcock, dans la descente du Poggio, ça fera pareil que l'année de Mohoric. Au bout d'un moment, il ne pourra pas tenir la cadence, encore plus avec sa chute
d'Estrade, mais il tiendra pas la cadence. Ganna, bah, le problème c'est que si Ganna il arrive à s'isoler, personne n'arrivera à le rattraper. Parce que là, pour moi, Ganna, en termes de rythme, c'est du costaud, hein, vu ce qu'il a mis sur le chrono. Donc il faudra qu'il garde la route Ganna au maximum. Et Pedersen, bah, en cas de match à 2 ou à 3 face à Pedersen, il est mort hein, aussi, Pogačar. Je me dis même que cette année, vu comment les leaders ont l'air d'être proches les uns avec les autres, c'est peut-être une grosse surprise qui va gagner parce qu'on aura peut-être un retour de l'arrière. Parce que si on a un groupe, imaginons avec Pedersen, avec Pidcock, avec Ganna et Pogačar et Van Der Poel, je ne vois pas l'un rouler avec l'autre. Van Der Poel passera pas de relais, il dira j'ai Philipsen derrière. Alors Ganna prendra peut-être des relais, mais c'est pas si sûr. À partir de ce moment-là, un mec peut revenir de l'arrière, et là ça peut être la chance pour certains sprinteurs. Ou pour des coureurs, admettons à la Dorian Godon aussi, hein, sur des profils comme ça. Donc, ça va être intéressant cette année Milan-San Remo parce que c'est très... Alors déjà, en temps normal, c'est difficile de déterminer un favori, mais là, c'est même très difficile de savoir quelle stratégie va être employée par les différentes équipes. Parce que pour moi, UAE, bah, ils sont obligés de faire un rythme d'enfer. Ils ne pourront pas se contenter du Poggio. Le Poggio, c'est pas suffisant. Donc, il faudra être fort dans la Ciprezza, mais même en faisant un rythme incroyable dans la Ciprezza, qui te dit que Pidcock va pas résister, qui te dit que Ganna va pas résister, que Pedersen va pas résister. Si à la moitié du Poggio, il s'aperçoit qu'il ne fait pas d'écart, que va-t-il se passer du côté de Pogačar? Ça, c'est la grande interrogation. Et quel coureur, je ne sais pas quelle équipe ils avaient décidé d'emmener du côté de Milan-San Remo, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même emmener un Molano? Mais est-ce que Molano est capable de battre au sprint ces coureurs-là? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un autre co-leader, tenter une stratégie d'éclaireur, c'est-à-dire se dire... Bon, Pogačar, ça va être compliqué s'il y a du monde autour de lui. Essayer d'user les autres coureurs, pourquoi pas en envoyant en éclaireur Tim Wellens, en envoyant en éclairant un autre coureur, parce que là je me dis, ça va quand même pas être facile du côté de cette formation. Troisième coureur top, Jendé. Bonne semaine hein, de Jendé, autant Vlasov n'a pas été très bon sur Paris-Nice. Par rapport à Lipovic hein, notamment, mais les anciens sont encore là du côté de la Red Bull Bora. Je dis les anciens parce que c'est des coureurs qui sont dans la formation depuis quelques années désormais. Oui, il a fait une belle course. Alors après, Jane Lay, à part l'an dernier où j'ai été déçu, je suis rarement déçu par ce coureur. C'est vrai que c'est un coureur qui est très intéressant. Je dirais 2024 et encore, c'est pas non plus une catastrophe, mais j'ai trouvé que c'était quand même moins bien que d'habitude. Pour ce coureur, il y a quand même le Tour du Pays Basque, il est là également au Tour de la Communauté de Valence, mais dès qu'il y a eu de l'opposition, il a été beaucoup plus discret. Et notamment sur le Tour de France où je m'attendais à ce qu'il essaie d'en claquer une après l'abandon de Vlasov et de Roglic et qu'il n'a pas été en mesure de le faire. Il y a en 2021 aussi, mais 2021, je crois qu'il avait très peu couru. Oui, il avait couru 39 jours, il n'avait jamais été dans le coup pendant toute la saison. Après son Giro 2020, et parce que comme il avait fait le Giro jusqu'au bout, au final, eux, ils avaient fini la saison le 25 octobre, donc bien plus tard que d'habitude. Et ça avait été compliqué pour lui à gérer. Mais je dirais que souvent, je trouve que Jane Lay fait toujours du bon boulot. Là, il doit faire le Giro, il doit faire la Vuelta, Jane Lay. Normalement dans son programme, et un début de saison intéressant, 9e des championnats d'Australie, 9e également du Tour de la Communauté de Valence, 3e là sur cette étape du Tirreno Adriatico. Bon, en général ça sera un petit peu plus loin avec le contre-la-montre, ça fera 5e, c'est quand même pas, ça n'a pas été une catastrophe le contre-la-montre, donc je dirais que c'est quand même une semaine intéressante. Puis là j'ai bien aimé, je trouve qu'il avait un bon coup de pédale aujourd'hui, parce qu'il tient facilement la roue de Pidcock. Il a essayé de tenir pendant très longtemps la roue d'Ayuso, donc non, c'est plutôt pas mal du côté de Jane Lay. Alors après, c'est un coureur qui aime bien Tirreno Adriatico, qui a souvent eu des résultats sur Tirreno Adriatico, donc il faudra voir sur des épreuves un petit peu plus tard dans l'année. Mais bon, on peut quand même se dire que Jane Lay,
ça peut être très intéressant et ça peut faire du très très bon boulot pour la suite de la saison. Et puis Benelli, hein, Benelli aujourd'hui il finit 8e de l'étape. Et oui, 8e de l'étape Benelli, pas très loin de Del Toro, devant Tobias Allan-Johannesson du côté de la Uno X notamment. Et au final, Benelli, lui, il regrettera l'étape d'hier, où il a perdu du temps, Benelli, où il avait été en difficulté sur l'étape d'hier, parce qu'aujourd'hui, il a été encore très bon. Je trouve que c'est une semaine même très intéressante du côté de Benelli. Il est 24e au général, mais c'est une semaine qui est vraiment pas mal. Voilà, pour le coureur irlandais, je trouve qu'il a montré des très très belles choses. Ouais, hier, il avait été un petit peu en difficulté, de manière assez surprenante, parce que je pense qu'hier, ça correspondait plus à ses qualités qu'aujourd'hui. Sur une montée sèche, mais peut-être voilà, des gens un peu moins bonnes. Le fait qu'il y avait eu la pluie aussi, les conditions climatiques font que c'est plus compliqué au niveau des états de forme. Mais je me dis que Benelli, ça va être c'est un coureur qui va être bien pour la saison. Je sais pas quelle est la suite de son programme, mais il a déjà fait ce 4e d'Estradé, hein, donc il y a déjà un résultat cette année. On a peut-être retrouvé du bon de Benelli, parce que c'est vrai que l'an dernier, sa saison n'avait pas été bonne pour moi. J'étais un petit peu inquiet, hein, je vous en avais parlé notamment à la Faune Ardèche. Mais là, je me dis, ça va peut-être être mieux du côté de Benelli. C'est peut-être la mise en route qui a été compliquée. Là, on aura peut-être des bons résultats. Donc on va attendre de suivre ça du côté de l'Irlandais. Mais on verra. Mais c'est vrai que hier c'est surprenant, parce qu'il fait 52e de l'étape, alors que le reste de la semaine est vraiment bien. Pour lui, donc voilà, peut-être une journée où il était un peu moins bien, mais là il retrouve vraiment des jambes très intéressantes, Benelli. Donc ça va être un coureur à suivre. Je sais pas s'il va faire Milan-San Remo. Je me dis quand même que Milan-San Remo, un coureur qui pourrait ne pas être trop suivi, trop regardé. Chez EF par exemple, il y a aussi Vandenberg, hein, qui pourrait revenir de l'arrière. Je me dis c'est s'il y a un petit groupe de 10 à 2-3 km de l'arrivée, je suis pas sûr que si Benelli attaque, tout le monde suive Benelli. C'est une grosse cote, hein, encore une fois, hein, mais bon, ça peut être quelque chose qui joue en grosse cote au niveau des pronostics, parce que c'est vrai que moi, il me fait une bonne impression depuis le début de saison. Après, ne faites pas les paris sportifs, hein. Là, c'est pronostics sympathiques dans les commentaires. Quand je vous demande vos favoris pour la journée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous faites une Fantasy League, par exemple, voilà, ça peut se tenter, voilà, en grosse cote du côté de Benelli. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, eh bien, je commence avec un coureur EF, encore, Carapaz. Pas très bonne semaine quand même, hein, de Richard Carapaz. Là aujourd'hui il n'est pas du tout dans le coup, hein, il est lâché très très loin de l'arrivée, hein, Carapaz. Il est lâché, il finit combien Carapaz? Il finit avec un petit groupe de Sud-Américains, avec Chavez notamment. Du côté de la EF avec Rubio, à 1,29 aujourd'hui, donc à 1,29 de Ayuso. Traduction, il est à 40 secondes de Filippo Ganna. Et oui, et de Simon Yates, qui a retrouvé un petit peu de la vigueur sur cette dernière étape. Donc ça veut dire qu'il finit quand même très loin. Richard Carapaz, il n'a pas été dans le coup. Par exemple, Cajamini, j'ai le bon. L'Italien, le jeune Italien dont je vous ai parlé hier, il est pas très loin, hein, il est à une quinzaine de secondes derrière. Donc c'est vraiment pas exceptionnel de la part de Carapaz. Je regardais son début de saison à Carapaz, loin d'être fantastique, hein. Tour des Alpes-Maritimes, il fait 9e. Je rappelle que l'opposition sur cette épreuve est quand même faible. Classique VAR, 25e, inexistant. Étoile de Bessèges, bon, les 2 premières étapes n'avaient pas été exceptionnelles. Après, il a fait partie des coureurs qui ont quitté la course. Là, sur ce Tirreno Adriatico, il m'a pas émerveillé par son talent. Alors, on le verra désormais à Milan-Turin, mercredi.
donc entre la course féminine de Nokere et la course masculine de Nokere, mercredi. On fera peut-être un débrief même de cette épreuve, qui est la plus ancienne du calendrier cycliste, et la plus ancienne course du calendrier, même avant Liège-Bastogne-Liège, et puis Tour de Catalogne également la semaine prochaine. Pas cette semaine qui arrive, la semaine d'après, voilà, du côté du Tour de Catalogne, mais on verra si il arrive à être plus en forme, parce que sur le Tour de Catalogne, il y aura quand même du beau monde. Mais pour l'instant, c'est un début de saison discret de la part du coureur équatorien, et c'est un peu dommageable, mais après l'an dernier, je suis pas sûr qu'il avait été meilleur en début de saison. Ah si, il avait été mieux. Mais pas Tirreno. Tirreno, il avait abandonné sur Tirreno. Donc, ouais, ça veut dire qu'il est pas... Il avait été bon à Grande Camino, enfin encore, à Grande Camino, il fait 11, donc non, il n'avait pas été exceptionnel. Il avait gagné une étape sur le Tour de Colombie, avec une opposition faible. Donc, ouais, il n'est pas beaucoup plus en retard, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter quand même. Mais ouais, pas forcément très content. Après, c'est vrai que l'an dernier, il était tombé à San Benedetto del Tronto. C'est vrai, il était tombé sur cette étape-là. Et il était parti dans l'échappée sur le Monte Petrano. Il avait fini à 29e. Voilà. Il avait fini très loin sur le chrono, 125. Je crois que là, il était mieux sur le chrono. Et il n'était pas 125e. Non, il était 53. Donc il a fait un bon chrono. Mais sur le reste de la semaine, il n'a pas réussi à enquiller forcément là sur cette étape. Donc dommageable. Voilà, du côté de Richard Carapaz. Vauclin. Ouais, bon, ça n'a pas été vraiment la semaine des Français. On va pas se mentir que ça soit, à part Martinez, mais je dirais que pour les autres Français, ça a été un petit peu compliqué. Par rapport à Paris-Nice et par rapport à Tirreno, à part la deuxième place de Desmar et Martinez. Non, la deuxième place de Janière, pardon, et Martinez, ça a été plus compliqué. Mais du côté de Kevin Vauclin, c'est vrai que je m'attendais à mieux. Je trouvais son contre-la-montre intéressant. C'est pas le meilleur qu'il ait fait dans sa carrière, mais je trouvais son contre-la-montre intéressant. Donc c'est vrai, je me disais, il va monter en puissance au fur et à mesure de la semaine, ce qui n'a pas vraiment été le cas du côté du coureur d'Arkea. Il fait quand même 12e, donc ça va marquer des points quand même au niveau UCI, ce qui va être pas mal, puisqu'en ce moment, Astana et Uno X notamment sont en forme. Mais seulement, voilà, il va pas être dans le top 10 sur une épreuve qui, je pense, correspondait quand même plutôt pas mal à ses qualités, avec un contre-la-montre individuel, des étapes avec des arrivées où vous avez des montées de 3-4 km. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour lui. Je n'ai pas trouvé qu'il ait été exceptionnel. Kevin Vauclin, qui fera également Milan San Remo. On verra ce que ça donnera pour lui sur ce profil-là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé... aimer le voir un peu plus aux avant-postes. Voilà, j'ai trouvé qu'il a été souvent lâché, un peu trop discret à mon goût. Kevin Vauclin, donc j'aurais aimé un peu mieux. Voilà, j'ai pas été fortement enthousiasmé par sa course, surtout que l'an dernier, je crois que Tirreno, il avait fait 10e. Il avait fait 11e au Monte Petrano. Notamment 8e à Camioret, et il y avait eu Gualdo Tadino, il avait fait 3e, donc il avait été vraiment beaucoup plus visible sur cette épreuve. Là, cette semaine, je l'ai trouvé très discret. Alors, peut-être qu'il a décalé un petit peu sa préparation et ses pics de forme. C'est vrai que l'an dernier, quand il était arrivé à Tirreno, il avait fait Bessèges, il avait fait le Grand Prix la Marseillaise, il avait quand même déjà un petit peu couru. Là, il a été... pourtant, il a fait Bessèges aussi. Non, il a juste pas fait le Tour des Alpes-Maritimes. Je crois la différence, c'est qu'il a fait la classique VAR, mais il n'a pas fait les deux autres courses. Donc c'est... Voilà, bon. Et sur l'Estrade, déjà, il avait été plus discret. Après, c'est vrai que l'étoile de Bessèges, il gagne l'étoile de Bessèges, mais face à une opposition qui était tellement faible que c'est difficile d'avoir un avis sur sa performance sur cette course, parce qu'il n'y avait plus personne à ce moment-là. Donc c'est sûr qu'en termes de position, il était peut-être pas en grande forme à ce moment-là, mais bon, comme il n'y avait personne au départ, enfin l'arrivée quasiment, ça a été difficile de le dire. Mais sur le chrono, il est 2 places derrière, et puis après, il est placé sur toutes les étapes, il est
dans le top 30, hein, il n'est pas sorti du top 30, mais il a manqué cette petite étincelle, j'ai l'impression cette semaine, du côté du coureur français. Un coureur qui est inquiétant, il est belge, il est chez Visma, Uijtdebroek. Ah oui, hein. Parce qu'on nous dit depuis le début de l'année, Uijtdebroek il va faire des courses d'une semaine pour qu'il retrouve la confiance et qu'il retrouve les avant-postes. Ok, bah, je veux bien, hein, ça peut être une stratégie. Ouais, mais il faudrait qu'il soit performant. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, 46e de l'étape. 3,07, il est derrière Attila Walter, derrière Simon Yates qui a retrouvé des couleurs. 3,07, ça veut dire qu'il est 2 minutes 20 derrière Ghana. Voilà. On parle quand même d'un mec qui, techniquement, veut gagner des grands tours. Il est dans une mauvaise passe, Uijtdebroek, et je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Vraiment. C'est ça qui m'inquiète parce que, en ce moment, c'est pas top. On sait qu'il a des qualités, mais bon, pour le moment chez Visma, il ne les a pas montrées. Et ça fait quand même depuis 1 an et demi qu'on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Alors, quand c'est une période de 2 mois, de 3 mois, bon, quand ça commence à durer depuis 1 an et demi, là, ça commence à devenir très inquiétant. Et surtout, on voit, il n'y a pas un motif véritablement de satisfaction. Le chrono était déjà pas bon du côté de Uijtdebroek. Là, bon, la seule étape de montagne est pas exceptionnelle. Hier, j'avais pas regardé ce qu'il avait fait, mais il avait perdu du temps pour moi. Uijtdebroek, à Pergola, il fait 32. Uijtdebroek, non, il est dans le bon groupe. Il est dans les derniers du premier groupe, enfin du peloton, mais oui, là, ça fait quand même depuis quelques temps. Tu te dis que dès qu'on l'attend un petit peu, dès qu'on aimerait voir un regain de forme, en gros, il n'arrive jamais du côté de Jan Uijtdebroek. Donc c'est vrai que ça m'inquiète. Parce que certes, on va dire qu'il est jeune, ok, il est jeune. C'est un coureur qui aujourd'hui a 22 ans. Mais même cette semaine, Tobias Aland Johannesson est pas loin de faire top 10 au général. Donc on se dit, ah, tu vois, Tobias Aland Johannesson, il y a peut-être un retour aux affaires. Là, ça fait quand même 2022, le Tour de l'Avenir. Il a 22, enfin il a bien, non, il vient d'avoir 22 ans. Mais il n'y a pas d'évolution et c'est vrai que pour le moment on se demande comment ça va se passer. Est-ce que changer d'équipe c'était la bonne idée? Pas sûr, hein, du côté de Jan Uijtdebroek, pas sûr du tout au final de rejoindre la Visma parce que ça a l'air d'être un bourbier. C'est quand même le premier coureur à la Visma qui arrive à la Visma et qui n'arrive pas à avoir de grands résultats. C'est ça qui devrait tous nous inquiéter. Christophe Laporte, il arrive à la Visma, il a des grands résultats. Quand vous avez notamment, comment il s'appelle, Jorgensen, il arrive de Movistar, il va chez Visma, des bons résultats. Voilà. Par exemple, du côté de cette formation, si on regarde d'autres coureurs qui sont dans cette équipe, Bart Lehman, grand résultat. Voilà. Il y a 2 cas. Et encore, je dirais qu'il y a 2 cas. Maclay, par exemple, a eu des résultats. Là, en ce moment. Il y a 2 cas pour moi. Walter, et encore, Walter, sur les 6 premiers mois, c'était quand même mieux que ce que nous a montré Uijtdebroek. C'est-à-dire, sur les 6 premiers mois, c'était pas mal. Et il y a Uijtdebroek, où on ne voit pas d'évolution en termes de performance. Et c'est fou, c'est que je rappelle que l'an dernier à Uijtdebroek, il fait 7ème de Tirreno. En étant pourtant équipier de Vingegaard. Il est moins bien que l'an dernier. Et déjà que l'an dernier, sur la deuxième partie de saison, ça ne s'est pas passé extrêmement bien. Là, on peut quand même avoir de grandes inquiétudes sur Uijtdebroek, parce que on en a vu des espoirs qui n'ont pas réussi à performer ensuite, qui n'ont pas réussi à avoir une grande carrière. Gagner le Tour de l'Avenir ne veut pas dire forcément avoir derrière une grande carrière. Si on regarde les derniers vainqueurs du Tour de l'Avenir, si on regarde les palmarès sur les dernières éditions de cette épreuve, vous avez des mecs qui ont été placés au Tour de l'Avenir,
Par exemple, Stolmithet, il fait deuxième derrière Heutebrook. C'est pas terrible. C'est vrai qu'après, quand on regarde l'année d'Heutebrook, c'est vrai que si on regarde un peu l'année d'Heutebrook, en gros, il bat Stolmithet. Stolmithet, il a galéré. Il galère un petit peu quand même. Assman, il galère. Archie Ryan, c'est pas notamment si fantastique que ça. Alors, il y a Piganzoli, qui, chez Politicometa, arrive à faire des choses. Qui devait être jeune en plus, parce qu'il l'a refait l'année d'après. Fanchelou nous a pas émerveillé par son talent non plus. Donc c'est vrai que quand tu regardes en fait les mecs qu'il a battus, c'est pas si dingue que ça. Wilch, Hannes Wilch, là aussi pour le moment, dernière année chez Tudor, mais là aussi ça a un peu du mal à performer. Bon bah Fanchelou, il est même plus chez Q36, il est dans une équipe Conti, par exemple. Bon, Martinez, en 2022, il avait fini 8ème avec Romain Grégoire, et il y avait Van Belle et Vachek. Mais en finale, quand tu regardes l'année où il s'impose, c'est pas une si grande année que ça du côté des espoirs. Parce que Grégoire et Martinez, ils étaient dans leur première année, ils étaient très très jeunes aussi, comme à Heutebrook. Donc tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui pour le moment galèrent un petit peu sur cette période-là du Tour de l'Avenir. Mais pour y revenir, il y a certaines années sur le Tour de l'Avenir où tu as des mecs qui ont été performants et qui n'ont pas fait grand-chose. Par exemple, Talansky, il a fait deuxième. Pantano, il a fait troisième dans le Tour de l'Avenir, derrière Quintana. David Boily, par exemple. David Boily, et là je regarde quelques-uns qui ont fait deuxième. David Boily, bah, il a même arrêté sa carrière et il n'a jamais été en World Tour. Voilà, dernière saison 2016. Voilà, en gros, il n'a jamais réussi à enquiller derrière. On a Chamorro, 3 années en Colombie. Il remporte pourtant la ronde de l'Isard. Chamorro, là aussi, il arrête sa carrière. Robert Power, il a retrouvé un club en Australie, mais en gros, il n'a pas fait non plus une si grande carrière que ça, Robert Power. Pourtant, là aussi, deuxième d'un Tour de l'Avenir et sixième d'Estrade Bianche. Mais vous regardez quand même qu'il y en a quelques-uns qui ont fini deuxième et qui n'ont pas forcément eu les résultats derrière. Ça ne veut pas dire de faire un bon Tour de... Par exemple, Jack Haig a fait deuxième d'un Tour de l'Avenir. Niklas Haig a fait troisième d'un Tour de l'Avenir derrière Lambrecht et Bernal. Niklas Haig, il a pris sa retraite même, Niklas Haig, parce que il avait été chez Uno X, ça n'avait pas marché, chez Trek ça n'avait pas marché non plus. Et il a pris sa retraite à 30 balais, donc il a repris sa retraite très jeune. Donc ça veut pas dire être performant sur le Tour de l'Avenir, d'avoir une grosse carrière derrière. Tous ces mecs-là, on pensait que c'était des craquitos, ça n'a pas été des craquitos derrière. Donc faut se méfier avec Heutebrook, parce qu'on pourrait croire comme ça que les résultats peuvent venir en se disant il est jeune, ça viendra bien à un moment. Oui, sauf que des fois, ça ne vient pas du côté de ces jeunes coureurs. Et puis je termine avec Marc Hirschi. Oui, quand on voit ce qu'a fait Ghana aujourd'hui, j'ai l'impression que du côté de Marc Hirschi, alors soit on avait vraiment des mauvaises jambes, soit on a lâché très vite dans le peloton. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a lâché très vite. Qu'il n'a pas, qu'il n'a pas fait forcément d'énormes efforts. Moi, c'est mon avis du côté de Marc Hirschi. 33e aujourd'hui, bon, j'ai pas l'impression qu'il ait forcé son talent pour faire 33e. Ce qui est un petit peu inquiétant. Alors, soit il n'a pas les jambes, première solution, il n'a pas les jambes, mais ça c'est inquiétant, ça veut dire qu'il était vraiment à son pic de forme, genre en janvier ou tout début février, et que là il est dans une période beaucoup plus compliquée. Et ça veut dire que pour les Ardennaises, reprogrammer un autre pic de forme va pas être évident. En gros, en 3 mois, faire 2 pics de forme, c'est pas si simple que ça. Donc ça peut être un peu l'inquiétude du côté de Marc Hirschi. Ou soit, ça veut dire que, en gros, il choisit ses courses
Et ça veut dire qu'il est dans une situation de grand confort, on va dire, chez Tudor. Je rappelle que son manager est un petit peu le chef de l'équipe, hein, notamment. Son agent est un petit peu le chef de l'équipe, c'est Cancellara. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'est pas dans une situation de plein confort? Et parfois, dans ce genre de situation-là, bah, on n'a plus la niaque, on n'a plus la hargne. Et j'espère que c'est pas ce qui va arriver du côté de Marc Hirschi, qui va garder la hargne et la rage qu'il avait quand il était leader chez UAE et qui voulait montrer à tout le monde que ça n'arrivait pas suffisamment souvent et qui voulait montrer à tout le monde qu'il était en capacité de gagner. Mais là, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il ait forcé énormément son talon aujourd'hui. Après, c'est peut-être mon avis, c'est peut-être une erreur de ma part. Donc voilà, du côté des flops de la journée, on regarde tout de suite les différents classements. Pour finir cette vidéo, les différents classements de Tirreno Adriatico, victoire aujourd'hui donc de Juan Ayuso qui prend la tête du classement général devant Pidcock, Jane Lay, Mikel Landa, Antonio Tiberi qui prend la 5e place aujourd'hui. On continue d'Eric Guy, Del Toro, Benelli qui fait également une belle journée. L'Irlandais du côté du classement général, Juan Ayuso vainqueur certainement parce que demain à part chute ça va être compliqué de remonter sur lui. Il faudra voir quand même entre Tiberi et Ghana s'il n'y aura pas une bagarre de bonification pour la 2e place. Deredji 4e qui aura peut-être des regrets d'avoir fait quand même beaucoup d'efforts à contre-temps devant Jane Lay, Pidcock, Landa de la Cruz Bilbao, Cataneo quand même dans le top 10, c'est vrai qu'on en a peu parlé du coureur italien, mais qui fait une semaine tout à fait intéressante. Du côté du maillot de meilleur sprinter, pour le moment c'est Pidcock qui est devant Milan et Ayuso, mais demain il y aura une étape de sprint, donc peut-être que l'Italien sera en capacité d'être aux avant-postes malgré sa chute lors des étapes précédentes et d'une forme qui n'a pas l'air d'être si bonne que ça avec cette chute, faudra voir quand même. Du côté du classement de la montagne, c'est Tarozzi qui est en tête devant Juan Ayuso, Pidcock, Baïs et Carapaz et qui devrait remporter ce classement sauf abandon. Du côté du maillot blanc, eh bien c'est Ayuso qui est en tête devant Tiberi, Vauquelin, Grégoire et puis Ganzoli. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien la UAE devant la Soudal, Astana, EF, Bahreïn qui complète ce top 5, première équipe française, la Groupama 7e. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain pour faire la présentation de 9h30 de cette étape de Tirreno Adriatico, dernière étape, et puis on fera le débrief aux alentours de 21h. Ça sera peut-être un petit peu plus tard, parce que comme Paris-Nice va arriver aux alentours de 17h, ça va peut-être un petit peu décaler pour faire les vidéos. Enfin, voilà, je verrai comment je me débrouille, mais voilà, soyez un petit peu attentifs dimanche, parce qu'avec les deux épreuves qui ne vont pas finir à la même heure, il y aura peut-être des petites différences dans le calendrier des vidéos. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!